Alors moi, j'apprécie énormément la pluie, que ce soit l'odeur du pétrichor ou le son calmant des gouttes d'eau s'écrasant sur le sol, mais évidemment, pas sûr que j'aurais apprécié celle que je vais vous présenter, car en effet, en 1876 s'est abattue une pluie de viande. Vous avez très bien entendu, parce qu'on parle ici de morceaux de chair qui se sont étalés sur 500 mètres carrés dans le comté de Bath, au Kentucky. Une averse qui aurait alors duré plusieurs minutes, laissant le temps aux morceaux de chair de recouvrir une parcelle de terre, le toit des fermes, et de se planter même sur les clôtures, et ce, sous un ciel dégagé et ensoleillé. C'est complètement hallucinant, j'avais jamais entendu une histoire pareille. Et évidemment, pour être sûr que l'anomalie se soit bien produite, il y avait bien des témoins oculaires puisque c'était une ferme. Il y avait donc un couple d'agriculteurs et d'autres passants qui auraient vu la pluie se dérouler en direct. Témoignage Madame Crouch. Je me trouvais dans ma cour entre 11h et midi, à seulement quelques pas de la maison. Il y avait un léger vent d'ouest, mais le ciel était clair et le soleil brillait. C'est à ce moment précis que l'averse a débuté. Et jusqu'ici, vous pouvez vous dire que c'est simplement un canular créé par ces deux agriculteurs. Simplement, il y a des curieux qui ont directement rappliqué sur les lieux et qui ont validé l'anomalie quand ils ont vu tous les morceaux de viande éparpillés partout. Au premier coup d'œil, les morceaux de viande ressemblaient et sentaient vaguement comme de la viande de bœuf ramollie, et il y en a certains, même si moi j'aurais pas fait ça, qui ont goûté la viande et ça ressemblait plus à du mouton. De son côté, le boucher du village examine et goûte la viande pour donner son verdict, et selon lui, cette viande n'a pas d'origine terrestre mais serait en fait l'origine du divin. Et c'est pas étonnant parce que je vous le rappelle, on est au Kentucky au 19e siècle, donc forcément, une pluie de viande qui s'abat de nulle part paraît sans nul doute comme un signe funeste ou l'œuvre du divin tout simplement. Évidemment, tout le monde à cette époque était plus ou moins religieux, donc c'est normal de penser comme ça. Heureusement, des scientifiques sont venus sur les lieux et ont récupéré des échantillons pour faire des analyses, et après ces dernières, ce serait bien de la viande de mouton. Mais la question n'est plus de savoir ce que c'est, mais plutôt de comment c'est arrivé, qui reste toujours en suspens. Certains, pensant directement au glauque, se penchent plutôt sur une tornade qui aurait emporté du bétail jusqu'à ce que le reste s'écrase sous forme de pluie de viande. Après tout, j'imagine que vous avez déjà vu les pluies de petits poissons ou de grenouilles après des ouragans ou des tempêtes, mais là un mouton c'est quand même vachement plus gros qu'un petit poisson ou une grenouille pour voyager dans les airs, et puis il n'y a aucun troupeau des environs qui a été déclaré disparu. Alors c'est probablement pas ça. À côté de ça, il y a d'autres théories complètement tirées par les cheveux, voire débiles, qui ont vu le jour et que je vais pas vous présenter ici, mais par contre il y en a une qui a été partagée, et ce serait celle de la régurgitation simultanée d'une nuée de vautours au-dessus du comté de Bath. Parce que oui, il y a des vautours dans le Kentucky, et la réaction de nausée du premier vautour, qui aurait mangé un morceau qu'il ne fallait pas, aurait incité les autres vautours à recracher la viande à leur tour par mimétisme. C'est la théorie la plus probable, mais c'est quand même bizarre que les agriculteurs n'aient pas remarqué les volatiles au-dessus de leur tête. En somme, c'est une histoire assez insolite, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis demandé si ça s'était pas produit déjà ailleurs, pour savoir si cette anomalie était récurrente. Et en effet, une pluie de viande s'est abattue le 11 mars 2008 au Niger, plus précisément à l'ouest de Niamey, au-dessus d'un campement Touareg. La télévision et les médias privés nigériens affirment qu'une pluie de chair se serait produite juste après qu'une petite fille ait tenté de voler un bout de viande. Évidemment, là encore, on retombe dans la religion, puisque ces derniers clament haut et fort que c'est la grâce d'Allah, leur Dieu tout-puissant, qui aurait produit cet événement. Et du coup, on peut pas vérifier si ça s'est vraiment produit ou pas. Et en approfondissant les recherches, je suis tombé sur plusieurs autres cas de pluie de chair et de sang au cours de l'histoire, comme la première à notre connaissance, celle contée par le fameux grec Pline l'Ancien en 114 avant Jésus-Christ, une pluie mêlée de chair, de sang, de fer, de laine et de briques, qui cette fois-ci a une forte chance d'être une pluie crachée par les restes d'une tornade ayant arraché des bâtiments et des corps. Encore un autre exemple, en Californie en 1869, un événement qui se serait produit comme au Kentucky en 1876, une vache se serait projetée dans les airs d'une manière inconnue, et la même chose se serait produit, une pluie de sang, des morceaux de chair, basta. Et au final, là où les pluies de sang peuvent s'expliquer par une forte teneur en oxyde de fer, en algues marines rouges, ou alors simplement en sable du Sahara qui remonte jusqu'en Europe, les pluies de viande possèdent quant à elles très peu d'explications, et on tombe forcément dans le paranormal ou la religion, comme tous les exemples que je viens de vous présenter. Et là j'ai un exemple de théorie paranormale d'un grand monsieur nommé Charles Fort, spécialisé dans le domaine, qui suppose qu'un super océan des Sargasses au-dessus de la Terre crée divers objets ou êtres vivants qui retomberaient de temps à autre sur Terre, expliquant donc ces pluies de chair et de sang. En bref, les pluies de viande et celles du Kentucky la première resteront probablement sans explication satisfaisante, et je vous avoue que ça m'a grave étonné de tomber dessus directement pendant que je faisais mes recherches, parce que j'ai jamais vu quelqu'un en parler, et du coup ça m'a super étonné. Cette anomalie se passe encore une fois en Russie, deux fois n'est pas coutume, mais plus précisément en Sibérie, puisque le territoire est immense et a donc une forte probabilité d'abriter des choses bizarres. Et l'étrangeté majeure qui nous intéresse dans cette toundra sibérienne ne sont autres que les chaudrons de Sibérie.
et je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. En effet, dans la région de Yakoutie, à 4155 km de Moscou, en plein dans la toundra sibérienne qui ne possède que très peu d'habitants, se trouve en fait la tant redoutée vallée de la mort, une des 3 zones les plus étranges de Russie aux côtés du cimetière du diable et du lac du Chétan. Et précisément, cette vallée de la mort est tant redoutée à cause de sa taïga infranchissable, de marécages dangereux qui parsèment le territoire, de stigmates d'essais nucléaires à cause de l'ex-URSS, mais aussi et surtout à cause d'émanations de gaz volcaniques provenant de la Terre et provoquant des effets indésirables comme la confusion, une forte fatigue, la vision floue, bref, des éléments qui rendent l'étude de cette zone extrêmement complexe. Cependant, ce qui a provoqué des égards importants sur cette vallée de la mort sont en fait des grandes cavités ou des marmites métalliques à moitié enfouies dans la sol de la taïga marécageuse, constituées de métal rouge et de bords tranchants. Il est tellement fréquent de les rencontrer dans cette zone que les locaux ont même donné un nom à ces incroyables et incompréhensibles anomalies. Ils les ont nommés des chaudrons. Ils ont même nommé 2 fleuves à proximité à partir de cette appellation. Le premier Olguidak, signifiant l'endroit au chaudron, et le deuxième Alguitimirnit, signifiant le grand chaudron coulé. On peut faire difficilement plus explicite. Et si les chasseurs et les locaux évitent la zone des chaudrons, il ne manque pas de témoignages toujours plus étranges les uns que les autres, comme par exemple celui d'un Yakout qui se serait imprudemment endormi à côté de l'un d'entre eux et se serait réveillé malade, faible ou migraineux. D'autres témoins locaux qui n'ont aucun lien rapportent avoir déjà croisé ces maisons de fer, possédant un large trou d'homme pour s'y enfoncer. Il y a même eu une expédition dans la zone pour observer ces chaudrons, néanmoins à cause des problèmes électromagnétiques, aucune photo de ces anomalies ont été prises. À la place, ils ont pu dessiner que des croquis détaillant leur visuel et nous donnant une impression de ce que pourraient être ces chaudrons face à nous. Et c'est les images d'ailleurs que je suis en train de vous passer normalement. Mais le plus étrange dans tout ça, ce sont les légendes yakoutes qui décrivent ces chaudrons de métal comme un vecteur de puissance divine en projetant une boule de feu incandescente depuis leur sommet et qui dévasterait toute la région dans les flammes et les cendres. Il a noté même que la région connut de fortes explosions inexpliquées bien avant l'invention de la bombe atomique, bien parce que les légendes yakoutes s'en sont inspirées et qui datent bien avant de sa création. Et parmi ces explosions, on pourrait même relier la gigantesque déflagration de Tunguska à ces chaudrons. L'explication de Tunguska est un des plus grands mystères de l'humanité, une déflagration équivalente à 1 millier de bombes atomiques lâchées sur Hiroshima. Je veux dire, même les armes nucléaires d'aujourd'hui sont moins puissantes, alors personne n'arrive à expliquer clairement ce qui s'est produit. L'explosion de Tunguska a été telle que 20 km de toundra sibérienne ont été rayés de la carte, il a fait jour en pleine nuit en Europe, et les ressentis se sont propagés jusqu'à l'autre bout du globe. C'est impressionnant de fou. Et évidemment, si je vous en parle, c'est que les chaudrons pourraient bien avoir joué un rôle dans cette explosion de 2 manières différentes. La première serait une hypothèse comme quoi ces chaudrons, ces anomalies, seraient un antique système de défense terrestre contre les astéroïdes. En effet, on peut voir plusieurs vidéos d'astéroïdes se désagrégeant dans l'atmosphère sibérienne juste avant de s'écraser in extremis. Et les anciennes légendes yakoutes relatant une énorme boule de feu pourraient décrire justement cet événement. Et alors les chaudrons auraient juste fait exploser un gros astéroïde juste avant l'impact sur la Terre, ce qui nous aurait protégés, mais aurait provoqué en contrepartie la gigantesque déflagration de Tunguska. La deuxième hypothèse aurait vu le jour que très récemment, en 2012, après analyse de la disposition de ces chaudrons dans la région de Yakoutie, car en effet, ces grosses cavités métalliques pourraient bien être les débris de l'explosion de Tunguska, orientées comme si elles avaient été projetées depuis le point d'impact, en dehors de la région de Yakoutie. Après, cette hypothèse n'explique pas pourquoi il n'y en a pas autre part que dans la vallée de la mort, mais ça pourrait bien aider à déterminer la nature de l'événement de Tunguska au final. En tout cas, pour continuer, en 2012, une batterie de scientifiques dirigée par Michal Vizok se sont rendus dans la vallée de la mort malgré les conditions et le terrain, afin d'étudier l'existence de ces chaudrons une fois pour toutes. Premièrement, ces chaudrons existent bel et bien, c'est un fait. Ils en ont rencontré d'ailleurs plusieurs. Deuxièmement, puisque le terrain est marécageux et change en fonction du temps, la plupart des structures métalliques des chaudrons sont immergées dans des petites mares, rendant l'étude un peu compliquée. Et troisièmement, après analyse, ils sont bien faits de métal comme des témoignages le racontaient, un métal lisse au bord tranchant, et lorsque les chercheurs déposaient leurs mains dessus, ils se retrouvaient avec des brûlures similaires à des irradiations puisque les parois n'étaient pas spécialement chaudes. Malheureusement, aucun prélèvement n'a pu être fait faute de matériel assez résistant pour pouvoir les faire, et donc aucune analyse poussée n'a pu être réalisée. Même s'ils goûtent bien revenir avec des scies à métaux en diamant, enfin si la Russie les laisseront faire, parce que visiblement ils aiment bien cultiver le mystère de tous les événements étranges qui se passent sur leur territoire. Au final, grâce à cette première expédition officielle, ce qui est certain, c'est que ces chaudrons ont bien été localisés, même s'il reste à savoir leur origine. Cela pourrait bien être des antiques habitations s'enfonçant dans le sol marécageux, puisque certains locaux les appellent maisons de fer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Plus sophistiqué, ça pourrait être un système de défense terrestre contre les astéroïdes, pouvant protéger la planète
tout simplement, mais cela reviendrait à admettre l'intervention d'aliens ou d'une ancienne civilisation qui aurait pu mettre ceci en place, tout comme cela pourrait être aussi des fragments de météorites, ou mieux, les fragments d'un vaisseau non identifié, donc d'un ovni. Mon hypothèse personnelle serait que ces chaudrons soient en fait issus d'une formation géologique inconnue, un agrégat de métal conditionné par les différents essais nucléaires et le biome de la Sibérie, ou alors simplement les débris d'essais nucléaires et de matériel russe que les gouvernements essaieraient de terrer dans l'oubli, tout simplement. En bref, une anomalie bien trop intéressante pour que l'on arrête de s'y intéresser, si vous voulez mon avis. Pour ceux qui regardent mes autres vidéos, oui, j'ai déjà mentionné celle-ci dans la dernière sans la développer davantage parce qu'elle est très intéressante et méritait que l'on s'y penche un peu plus ici. On se trouve alors à Times Square, New York, en soir de juin 1951. C'est l'été, donc la ville est très animée, illuminée et le trafic est important sans jamais laisser les routes respirer. Au milieu des foules qui se bousculent en sortie de théâtre, un homme semblant venir du siècle précédent, habillé de noir dans un costume victorien, avec un chapeau haut de forme, semble désemparé, et même effrayé par tout ce qui l'entourait, si on pouvait dire ça. Mais dans la panique, il traverse frénétiquement la route et se fera percuter par une voiture et en mourra avant que quelqu'un ne puisse intervenir. Jusque-là, cela ressemble à un accident normal, mais c'est à la morgue que les médecins ont trouvé des objets spéciaux dans ses poches, à savoir une carte de visite avec le nom Rudolf Fentz et une adresse sur la 5e avenue inscrite dessus, une pièce en cuivre de 5 cents pour un saloon inconnu à nos jours, une toute petite médaille de 3e au classement dans une course à 3 jambes, un ancien reçu de 70 $ et un second pour l'entretien d'un cheval et d'un chariot provenant d'une écurie sur Lexington Avenue, et enfin le 5e objet, une lettre datée de 1876 provenant de Philadelphie à destination de l'adresse sur la 5e avenue, indiquant que l'homme s'appelait bien Rudolf Fentz et habite bien à cette adresse puisqu'il est en possession de la lettre. Maintenant, si je vous en parle, c'est que forcément les objets qu'il avait dans sa poche sont étranges. Et par exemple, les reçus sont faits d'une manière ancienne et même il n'y a aucune trace d'une écurie sur Lexington Avenue, que ce soit localement ou par témoignage d'anciens résidents du coin. De la même manière, le saloon ne semble pas exister, ou plus exister puisque personne n'en aurait connaissance. Ensuite, l'adresse sur la 5e avenue possède bien une entreprise, mais elle n'appartient pas à Rudolf Fentz et le gérant de cette entreprise ne le connaît absolument pas. Il n'est ni un membre de sa famille, ni un ami, ni une connaissance, il n'a aucun lien avec ce Rudolf Fentz. Pire que ça, son nom ne figure dans aucun des registres de l'entreprise et ses empreintes digitales ne sont enregistrées nulle part. Et enfin, les objets les plus impressionnants, ce serait la lettre datée de 1876 et la pièce de 5 cents, qui serait complètement d'époque quand on essaye de les dater au carbone. De plus, au dos de la pièce de 5 cents, on a l'inscription In God We Trust provenant du tirage de 1866, et le pire avec tous ces objets, c'est qu'ils n'ont aucun signe de vieillissement. Ils semblent littéralement provenir d'hier quand on essaye de les dater. C'est à ce moment-là qu'intervient un personnage, un enquêteur du nom de Hubert Rimm, du département des personnes disparues de la police de New York. Il essaiera alors d'identifier l'homme par tous les moyens disponibles, avec comme seul indice le nom Rudolf Fentz, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est enregistré dans aucune base de données, ne semble ni avoir été porté disparu, ni enlevé par quelqu'un. Et c'est là que Rimm trouve finalement un homme s'appelant Rudolf Fentz Jr. dans un ancien annuaire de 1930, il allait chercher très loin, et ne trouvant pas son numéro ou une adresse quelconque, il appelle la banque afin d'avoir son contact. Mais cette dernière lui indique que ce personnage, Rudolf Fentz Jr., est récemment décédé. Mais c'est pas grave, parce que la banque lui fournit en fait les contacts de sa veuve, sait-on jamais, et du coup, l'enquêteur Rimm appelle cette dernière pour apprendre peut-être quelque chose sur le Maccabée. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Son mari, Rudolf Fentz Jr., lui aurait confié que son père avait disparu en 1876 après une promenade nocturne et ne serait jamais réapparu, peu importe les efforts pour le chercher. Et d'ailleurs, son défunt mari aurait été nommé de par le nom de Rudolf Fentz. C'est beaucoup plus logique comme ça. Et en connectant ce témoignage avec les effets personnels et l'air désemparé de Rudolf Fentz juste avant sa mort, tout devient plus clair. L'enquêteur Rimm s'empresse alors de chercher les cold cases de 1876 et tombe sur Rudolf Fentz, dont l'apparence du visage et des vêtements correspondent exactement au cadavre inconnu qui se trouvait dans leur morgue. Mais de peur d'être pris pour un taré, Rimm classifie l'affaire de cet homme en non résolu et ne notera jamais ces informations dans les rapports d'enquête. Mais alors du coup, ça veut dire que Rudolf Fentz aurait bien voyagé dans le temps depuis 1876 jusqu'à Times Square en 1851. Ça pourrait expliquer pourquoi il est mort subitement sur la route, puisque la voiture commercialisable a vu le jour en 1808. Du coup, il n'en avait absolument pas connaissance, à son époque c'était encore des chevaux et des charrettes. Ça pourrait aussi expliquer son effroi en voyant toutes les lumières éclairer la nuit comme en plein jour, le bruit, le monde et aussi son apparition soudaine au milieu de tout ça. Et en fait, ce monsieur Rudolf Fentz aurait donc bien décidé de faire une promenade en 1876
et se serait pris dans une boucle temporelle, disparu de son époque, réapparu en 1951 à Times Square. Ce serait littéralement une preuve inéluctable du voyage temporel. Mais est-ce que cette histoire est en fait réelle? Et bien en fait c'est une histoire inventée par l'auteur Jack Finney, et ouais je sais, ça aurait été incroyable que ce soit le cas. En fait Rudolph Hess est le protagoniste principal d'une de ses nouvelles de science-fiction nommée I'm Scared, sortie justement en 1951. Une nouvelle exceptionnelle dans la manière si simple de susciter l'incompréhension et le mystère avec un dénouement qui nous mène sur une chimère de l'histoire humaine, le voyage temporel. Je trouve qu'il a vachement bien tissé son histoire et c'est pas mon seul ressenti puisqu'au fur et à mesure des années, cette nouvelle a commencé à se transformer en rumeur puis en légende urbaine durant les années 80, mais dès qu'Internet a commencé à exploser dans les années 2000, c'est devenu une des preuves sacrées de l'existence du voyage temporel avec évidemment l'histoire de John Titor dont j'ai fait une vidéo que je vous conseille d'aller voir. Maintenant cette histoire est fausse, mais cette histoire est incroyable. Et voilà, j'en ai fini avec ces 3 histoires plutôt étranges, surtout celle de la pluie de viande qui m'a grave intrigué, je pensais même pas que c'était possible, et encore moins qu'il y aurait autant de témoignages à ce sujet. En tout cas, j'aime beaucoup ce format parce que j'en apprends autant que vous sur des choses et événements qui pourraient nous faire douter de l'existence du paranormal. En soi, c'est pour ça que j'ai même appelé ça des anomalies anti-réelles. En plus, en réalisant ce format, en m'enregistrant en étant debout avec mon setup complètement éclaté, ça me sort un peu de ma zone de confort, même si j'ai vraiment beaucoup de mal à articuler, il faut beaucoup que je m'entraîne, je pense. J'espère que cette vidéo vous plaira autant que la première, merci d'avoir regardé la vidéo. Continuez de découvrir des choses par vous-même, soyez curieux mais ne croyez pas tout ce qui se dit sur internet. Vous êtes les meilleurs, à la prochaine.